Salut à tous, l'épisode 2 avec l'équipe Astana. On est donc en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2019 avec certaines choses qui ont été faites dans l'épisode 1, un très bref récapitulatif, le choix de la database qui est quand même assez important. On a opté pour la database de PCM France. Après, tout ça, ça dépend aussi du moment où la partie a été créée. Il se trouve que là, je l'ai créée tout début juillet. Donc fatalement, il faut la mettre dans son contexte. Les avantages de la PCM France, c'est qu'on a l'ADB par défaut, mais avec tout qui est remis à l'endroit au niveau des noms, au niveau des courses, etc. Après, il y a une répartition un petit peu des objectifs sponsors qui a débouché sur la constitution de 3 groupes. Le premier groupe, non pas que ce soit le prioritaire, mais c'est parce que c'est le plus spécifique à cause des pavés. Eh bien, il est constitué avec tous ceux qui s'occuperont des classiques, avec en tête Kort Nielsen et Lutsenko. Et puis le deuxième et le troisième groupe sont des groupes plutôt dédiés à, pour une part, Giro Vuelta, et pour une autre part, Tour de France, plus des tas de petites choses aussi, Paris-Nice pour les uns, Tirreno. Il y a un remix qui se fait après, évidemment, à certains moments, hein, cela va de soi. Et après, petite intervention là de Gary, merci à lui, pour nous signaler de la jeune pépite, le Danois Mikkel Bjerg, qui est un déjà à 20 ans très bon spécialiste de contre-la-montre. On a aussi un Leknesund qui peut donner un joli leader peut-être de grand tour, un Foss dans un registre très intéressant aussi, et un Moschetti ainsi qu'un Alberto Dainese qui peuvent bien, être des espoirs du sprint. On sait que le champ de recrutement de cette équipe peut totalement être les pays nordiques, peut totalement être l'Italie, donc on est dans le projet, pas de problème, on est dans le projet. Donc, après ces petites choses, on va évidemment passer à nos courses. Avancement du calendrier, tout ça, ça démarre du côté du Omloop, Het Newsblad, donc le Het Folk. Intéressant, intéressant. Alors, j'ai une petite mauvaise nouvelle, mais elle ne surprendra plus grand monde. C'est que, évidemment, la tendance se confirme dans Pro Cycling Manager 2019. Le programme établi par l'IA des coureurs adverses n'est peut-être pas exactement celui qu'il faudrait pour le Omloop, étant donné qu'on pourrait attendre le gratin, hein, parce que normalement ils sont tous là, hein, ils sont en tout cas presque tous, les Flandriens. Hein. Après ils sont peut-être pas tous en super forme, mais normalement ils sont tous là, et ce n'est pas le cas. Après nous on va pas pour autant se laisser abattre. On arrive au mur de Grammont. Mur de Grammont dans lequel on va essayer, eh bien, peut-être de faire une petite sélection avec Magnus Cort Nielsen. On a De Vries, le Belge, qui est intéressant. On a Lutsenko qui est un petit peu notre couteau kazakh, hein, celui qui peut performer à peu près partout et peut-être aussi nulle part si ça se passe pas très bien. Donc Lutsenko, voilà, un bon puncher là qui passe sur les pavés, qui est même pas ridicule en montagne. En fait, le prototype de coureur qu'on peut aimer, hein. Très clairement, de toute façon, Lutsenko, hein, si on a signé avec Astana, Lutsenko, il fera partie des meubles, hein, et puis jusqu'au bout, hein, puisque c'est un peu l'emblème du pays, hein, au niveau des coureurs. En tout cas, le successeur de Vinokourov, hein, qui est, on sait, manager de cette équipe-là. Alors, on est dans un final où je tente ma chance. Je profite d'avoir Lutsenko et Cort Nielsen. Quelque chose me dit que c'est un petit peu précurseur de pas mal de choses qu'on verra sur les Flandriennes par la suite, hein, cette course-là, avec le degré de difficulté un peu en moins, puisqu'on a beau être en mode extrême, on n'a pas les tout meilleurs face à nous. Et oui, on tente la chance avec Lutsenko, hein, tout en sachant que à 5 km de l'arrivée, si on est repris, on mise très très fort sur Cort Nielsen pour essayer d'aller arracher un sprint. Il en a les moyens. Ces deux coureurs-là, je vous promets, je vais me régaler avec eux. Ça va être un bonheur assez pur.
de jouer avec Lutsenko, Kort Nielsen. Quand on aura le plaisir d'y ajouter 2-3 autres, ça dépendra des circonstances, je pense à Milan-San Remo, je pense à certains endroits où on va être encore un petit peu plus fort, ce sera vraiment cool, ce sera vraiment sympa. Magnus Kort Nielsen vient ouvrir le compteur au niveau des classiques pour l'équipe Astana en 2019 sur le Omloop News. Magnifique victoire pour Kort Nielsen qui a formidablement profité de ce qu'on pourra appeler la double menace. La double menace Lutsenko, Kort Nielsen. Allez, la semaine suivante, je n'ai pas participé à Kurn. Hein. La semaine, il n'était pas au programme. Je me suis dit, allez, réalisme, on est chez Astana, ils sont pas obligés d'aller sur Kurn. La semaine suivante, donc, les Strade Bianche. Alors, les Strade Bianche, vous savez, j'ai pour habitude d'inscrire sur les Strade Bianche des gens qui me paraissent indiqués d'une part, mais également, des fois, je me prive de certains qui vont disputer Paris-Nice qui commence le lendemain. Donc l'équipe qui est sur les Strade Bianche, elle est en général, dans mes parties, en général, est très 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 proche de l'équipe qui va être alignée sur Tirreno. Ce sera en fin d'épisode. On va démarrer le Tirreno. Donc voilà, Strade Bianche, je crois que bon, on la connaît bien. Hein. On connaît les secteurs clés. On sait que pendant, allez, elle fait 180 km à peu près. Pendant environ 130 à 140 km sur les Strade Bianche, on n'est pas en danger avec nos leaders. On protège convenablement. Moi, vous voyez, pour m'amuser un petit peu, je tente d'échapper des types. Et au final, c'est Ballerini qui va réussir à partir dans ce qui va être le bon coup du jour. Ballerini, j'ai bien envie de le développer. Il a que 24 ans, il peut être intéressant, le puncher sprinter italien, plus sprinter d'ailleurs à ce stade-là que puncher, mais un coureur intéressant, Ballerini. Donc il est dans l'échappée, il est en compagnie de coureurs qui ne nous glacent pas le sang hein, au niveau d'une éventuelle arrivée au sprint, même si on sait que c'est très 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 peu probable, parce que sur ce type de course, l'échappée n'arrive quasiment jamais au bout. Voilà, surtout encore une fois si on joue en mode de difficulté extrême où vous allez avoir une agressivité assez forte de la part des équipiers des principaux leaders dirigés par l'IA. Ils vont être très très agressifs, ce qui fait que du coup votre échappée, il y a un moment donné où elle va capoter. Voilà, donc on est sur les jolis chemins de gravier, de gravillon plutôt, les chemins de gravillon des Strade Bianche. Et puis Fuglsang est venu, hein, Fuglsang est venu. C'est normal, hein, il fallait quand même un petit peu rendre hommage à sa jolie performance du début du mois de mars 2019, où il a fait deuxième derrière Julien Alaphilippe, qui n'est pas là. Et là, je tente un peu un truc là avec Ballerini, parce que je sens un peu que ça revient derrière au niveau du peloton. Il y a plus grand monde qui roulait de manière assez efficace. Je me dis, allez, vas-y mon grand, il te reste un peu de barre, fais-toi plaisir, Ballerini. Un petit baroud d'honneur, puis on voit bien où est-ce que ça va nous mener, tout en sachant que derrière, on prépare une éventuelle contre-attaque, on prépare une fin de course. On a comme force principale Fuglsang, évidemment, mais plus difficile là avec Fuglsang que dans la réalité, parce que au final, quand il a fait deuxième, il s'était échappé fort opportunément avec Julien Lafilippe. On se souvient aussi du numéro de Wout van Aert. Mais Fuglsang n'a pas le jump qui va faire que vous pouvez attendre le mur de Sienne, hein, très clairement. Hein. C'est plutôt la catégorie des grimpeurs très solides. Hein, on ose parler de grimpeur, grimpeur puncher, coureur de tour, un peu l'homme capable de faire beaucoup de choses, hein, Jakob Fuglsang, un coureur pour lequel j'ai une admiration assez importante. Peut-être une des raisons principales de l'existence de cette partie, à mon avis. Ça va même jusque-là, hein, j'ai presque pris Astana pour Fuglsang, mais avec aussi l'espoir de bénéficier comme ça d'un Omar Fraile, d'un Kort Nielsen, d'un Lutsenko, de bénéficier comme ça de coureurs qui sont super sympas. Lutsenko, vous avez vu, je l'ai pas pris, hein, j'ai pas pu, hein. Il s'est blessé, hein, le bougre.
Il s'est blessé de telle sorte que j'ai pas voulu prendre le moindre risque avant Tirreno parce que Lutsenko, lui, son objectif principal, c'est d'essayer de nous chercher Milan-San Remo. Je lui ai mis un pic à Milan-San Remo, et si il court jusque-là, comme c'est prévu de le faire, il aura son pic de forme. Maintenant, attendons la suite de l'épisode. Il y a des choses qui vont se produire. En tout cas, vous avez vu, j'ai essayé de jouer la carte de l'opportunisme avec Omar Fraile. Et Omar Fraile s'est barré exactement au bon endroit pour arriver tout seul dans le mur de Sienne. Il fait 900 mètres à peu près l'ascension. Et on est là, donc voilà, les proportions sont pas tout à fait respectées, mais ça c'est pas grave. Et regardez, ça a l'air de tenir tout doucettement, mais sûrement, on résiste au retour des favoris, en tête desquels un Michał Kwiatkowski était lancé comme un frelon. Michael Woods fait 5, etc. Alejandro Valverde présent. Ok, écoutez, c'est plutôt une jolie victoire. C'est plutôt une jolie victoire. Si je devais les classer, je trouve que la victoire de Fraile a plus de mérite que celle de Kort Nielsen. Voilà. En tout cas, c'est cool. On a déjà pris 2 classiques, même si elles sont de classe B, mais elles sont quand même. Il fallait les prendre. C'est fait. Alors, Paris-Nice. Paris-Nice. On a le profil 2019, hein, vous le reconnaissez, je pense, il est en train de défiler. Paris-Nice, donc, qui démarre au lendemain d'Estrade Bianche, avec un Miguel Angel Lopez comme leader, avec les frères Isaguirre qui sont là, Luis León Sanchez également, on a Peyo Bilbao, donc on a... Non, Peyo Bilbao, il est sur Tirreno, pardon. Je me mélange un peu des fois avec les 2 courses qui sont en même temps, je sais pas si ça vous fait la même chose. Des fois, il y a moyen un peu de s'embrouiller. Non, là, on a emmené par exemple Kudus, le grimpeur, bah, un peu monodimensionnel, et j'attends de voir un peu, qu'on voit que le gratin du sprint mondial est présent. Hein. Kudus, j'en avais encore un peu réservé sur le garçon dans Pro Cycling Manager 2019 parce il arbore un joli 78 en montagne. On n'a pas pu le juger jusque-là. Il a un 74 en vallon, mais il y a des statistiques physiques en fait qui sont un petit peu mauvaises, pour être franc. En tout cas, qui sont pas en rapport avec un coureur qui a ces notes-là en montagne et en vallon. Du coup, Kudus, il a la tendance à craquer sur les 3 quarts de l'étape, etc. Voilà, je suis un peu étonné, mitigé. On verra un peu comment le truc évolue. Ça se trouve, ce sera la véritable coqueluche dans 2 mois. Toujours est-il que sur cette première étape, eh bien, écoutez, ce qui n'arrive pas souvent est arrivé, à savoir victoire de l'échappé, Loïc Chetou, qui s'impose devant Niki Terpstra, énorme, et qui prend le maillot jaune de ce Paris-Nice à l'issue de la première étape. Et là, c'est la minute de tristesse, c'est Lutsenko qui voit ses ennuis de dos se compliquer, et le petit truc que je vous ai mis à droite là, il veut tout dire, il veut dire que je ne vais évidemment pas pouvoir l'inscrire a priori sur Tirreno à cause de cette douleur. En tout cas, on n'a que 2 jours pour qu'il revienne à ce stade-là. Et qui dit pas de Tirreno, dit pas de pic de forme à Milan-San Remo. Déjà qu'il avait été privé d'Estrade Bianche, ce qui lui retirait un jour de course. Donc au minimum 1,5 points de préparation. Là, on en retire encore cette fois 1,5, on en retire 10,5. On est à 12 points de malus. Les jours d'entraînement suffiront pas. On se dirige vers un truc qui est une première forme de drame dans notre saison. C'est la forme qui ne sera pas optimale du tout pour Lutsenko sur Milan-San Remo. Et Lutsenko a bien y réfléchir. C'était notre meilleure chance en fait sur Milan-San Remo. Après, avec ce qu'on a vu sur l'Estrade Bianche, allez savoir si éventuellement un petit Omar Fraile pourrait pas créer l'exploit. Écoutez, pour gagner à Milan-San Remo, il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la résistance à l'effort, il faut surtout avoir du vallon, il faut avoir un peu de plaine pour pas arriver cramoisi auprès du Poggio.
Et au pied du podio, il faut avoir une bonne équipe. Ça, à la limite, on est prêt à le garantir. Puis il faut avoir une bonne note en descente. Parce que si vous êtes en tête avec 5 ou 10 secondes d'avance, plutôt 10 ou 15 d'ailleurs, à la cabine téléphonique en haut du podio, bah, vous pouvez garder votre avance sans problème si vous avez un super descendeur. En revanche, si votre descendeur il est bof bof, vous allez vous faire reprendre. Vous allez vous faire reprendre et puis ce sera la ruée des sprinters qui viendront comme ça vous dépasser tel des fusées. Voilà, c'est comme ça. C'est Milan-San Remo sur Pro Cycling Manager depuis quelques années. Donc il faut l'intégrer. Et c'est en cela que je disais que bah ouais, Lutsenko c'était quand même l'option numéro 1 et ça m'embarrasse beaucoup les ennuis de santé et puis en même temps c'est aussi ce qui rajoute du sel à la partie, hein, c'est de pas être dans la facilité. Je suis assez content par contre de cet aspect-là. Arnaud Démare qui a remporté la deuxième étape de ce Paris-Nice, troisième étape pardon, et on arrive enfin à du terrain de jeu pour nous, si j'ose dire, parce que l'équipe Astana n'a pas de sprinter réel sur ce Paris-Nice, puisqu'on a Kort Nielsen qui est notre meilleur sprinter qui est sur Tirreno, il est prévu sur Tirreno. Alors, j'élabore un plan sur les 4 dernières difficultés parce que j'ai envie de taper un petit coup là sur cette étape 4. Voilà. C'est important pour moi de faire quelque chose sur l'étape 4 de Paris-Nice. Je prévois une protection la plus longue possible sur Miguel Angel Lopez et sur Yon Izagirre, et je prévois de lâcher les chevaux à un moment donné avec Gorka, qui sera souvent notre puncher un peu pour secouer les puces du peloton et des favoris. Après, je n'exclus pas non plus une attaque ou une contre-attaque derrière Gorka, une contre-attaque de Yon qui obligerait tout le monde à bouger et qui permettrait à Miguel Angel Lopez de soit permettre à son équipier d'aller prendre du temps, soit se contenter de suivre la contre-attaque sur Yon. Donc il y a des possibilités vraiment de faire quelque chose hein, sur cette étape-là, elle est assez intéressante. Donc c'est parti, on est dans le final. Alors le final, là on est déjà dans on va dire l'antépénultième difficulté. Ça se passe correctement. On va attaquer l'avant-dernière maintenant. Difficulté, c'est parti. Vous voyez que Lopez il est frais comme un gardon. Yon Izagirre il est pas mal du tout. On a nos équipiers, Villela, etc. qui ont fait du gros taf, grosse def, etc. On a un Gorka avec son maillot de champion d'Espagne là, qui commence à montrer le bout de son nez. C'est peut-être parti pour une tentative de Gorka Izagirre qui va, on s'en fout, prendre les points, mais c'est pas ça du tout qui est important. Nous, on veut secouer le cocotier. On veut voir un petit peu s'il y a moyen d'animer cette étape pour déjà, peut-être faire bouger tout le monde, quoi. Donc, pour l'instant, le peloton réagit bien. Pour l'instant, il y a des échappés qui, à mon sens, ne tarderont pas à être repris. Ça devrait être le cas dans les secondes qui vont venir. Voilà, il n'y a encore qu'une vingtaine de secondes. Ça veut dire que dans le mur qui suit, on va pouvoir reprendre un peu tout ça. Ok, donc échappé sur le point d'avorter et contre-attaque de certains. En tout cas, joli effort de Tom Jechtslachter qui est qui est bien valeureux, hein, tout simplement, qui est porteur du maillot jaune hein, à ce stade-là. Il aura fait un jour en jaune, hein, on va pas en dire plus, mais ça je peux vous le dire, il aura fait un jour en jaune, le Slacter. Izagirre Gorka, il est là, hein, il est là. Hein. Il tient comme comme un courageux qu'il est. Regardez ce qui va se passer. Ça roulait dur. On peut penser notamment à Michael Matthews, qui roule pour un Tom Dumoulin, bien évidemment, et qui n'en peut plus. Michael Matthews. C'est un peu dommage, moi je trouve, si je jouais avec Sunweb, cette étape-là, je la prends pour Matthews. Je fais tout pour gagner avec Matthews. Je fais pas travailler Matthews. Mais bon, il devait peut-être être un peu à court de solutions, et peut-être les mecs qui étaient fatigués, etc. Donc
Voilà. Toujours est-il qu'avec une gestion du tout petit peu de barre rouge qui reste à Gorka Izagirre, on peut peut-être la gagner cette étape, hein. Il y a peut-être moyen de la gagner. Après, au niveau du temps, il faudra voir parce que ça revient super fort à tel point que je ne sais même plus si Gorka va gagner ou pas. Attends, oulala, c'est pas passé loin. S'il y avait 10 mètres de plus, on se faisait passer. En tout cas, jolie victoire hein, pour Izagirre. Vraiment plaisir de prendre celle-là, surtout sur une attaque plutôt sympa. Plutôt sympa, donc ok, allez, on est enfin rentré dans ce Paris-Nice. On est bel et bien là. Et ce qui s'ensuit, évidemment, c'est l'étape 5. L'étape 5, c'est ce chrono de Barbantane. Ce chrono peut-être davantage pour spécialistes que pour, euh, que pour coureurs de tour qui sont bons sur les trois catégories, hein, sur CLM, sur montagne et sur vallon, quoi. Moi, je le sens plus celui-là comme réservé à des spécialistes. Voilà, donc dans Pro Cycling Manager, encore une fois, alors qu'on avait vu que dans la réalité, c'était un petit peu mixé. Il y avait plusieurs types de spécialistes tout de même, de l'exercice individuel comme ça, qui pouvaient avoir tiré leur épingle, hein. Donc, bon, à voir. En tout cas, c'est amusant puisqu'on a Yonis Aguirre et Miguel Angel Lopez qui se suivent. Donc, ça permet un petit peu d'avoir un comparatif déjà de quel est le meilleur des deux sur ce CLM. Alors, les notes sont légèrement en faveur de Yon Izagirre. Les notes sont légèrement, ou en tout cas, elles sont en faveur de Izagirre Yon. Et par contre, c'est vrai, il nous faudrait un terrain un peu plus montagneux pour Lopez, hein. Si le terrain était un peu plus avec plus de pourcentage, là Lopez il libérerait toute sa capacité à absorber ces pourcentages plutôt facilement. Bref, Yonis Aguirre ne fait pas une mauvaise perf. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, il va terminer comme ça, pas très loin, pas très loin. Et Lopez, en revanche, terminé avec un tout petit peu plus de difficulté que son équipier, puisque au final le 74 avec passage à 75 au niveau de la barre d'effort était adapté, mais juste quoi. Il fallait pas faire un poil plus, hein. Donc voilà, c'est une piste, hein. Si jamais je le rejoins de ces jours, essayer de peut-être un tout petit peu optimiser. Bon, après, ça dépend tellement des formes du jour, ça dépend tellement de choses aléatoires aussi que on peut pas non plus tirer des conclusions massives. Par contre, la conclusion qu'on tire, c'est qu'avec Gorka, il a manqué un petit peu quelque chose. Il a manqué quelque chose qui lui fait perdre du temps. Vous voyez, la performance de Yon Izagirre, elle est pas mauvaise, elle fait top 10, hein. Et au général, du coup, notre meilleur classé, c'est Yon. Mais pourtant, je continue à penser que c'est Miguel Angel Lopez qui a les meilleures chances de performer là sur ce Paris-Nice. Ah, il est pas loin, hein, il est pas loin. Et en fait, au niveau du temps, il y a 30 secondes qui séparent Yon Izagirre de Miguel Angel Lopez. Donc, c'est que dalle. 30 secondes dès que ça commence à être avec une arrivée au sommet. Hein, on pense à l'étape qui suivra celle qu'on a sous les yeux. Ça peut... C'est rien, quoi. C'est rien. Donc, on verra ça juste après. En attendant, je fais beaucoup rouler sur l'étape 6, celle qui arrive à Brignoles après être passé dans le pays aixois. Là, on n'était pas très loin de la Sainte-Baume, là, sur la première ascension du jour. On a, voilà, hein, des endroits que je connais plutôt pas trop mal. C'est sympa, j'aime bien moi. Paris-Nice à cause de ça, grâce à ça plutôt. J'aime bien parce que il y a souvent des endroits que je connais vraiment bien, même du côté de Nice là. Et puis du coup, on se régalera au moment du Tour de France 2020 là, avec ces 3 premiers jours qui sont dans la région niçoise là, que des cols bien connus là. C'est vraiment sympa. Bref, on roule. Il y a une échappée devant qui n'est pas à prendre à la légère. Il y a notamment
Ah, il y a notamment Calméjan là. Il est fort, je trouve qu'il a de jolies notes, Calméjan, Lilian Calméjan. Il y a Oscar Gatto, aussi le TJ Van Garderen. Voilà, donc sympa. Barguil a été un poil lâché, dommage pour lui. Et écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'envoyer un des Isagire, puisque l'arrivée, elle se fait après une descente. Donc ça, c'est du pain béni. Mais les sprinters sont bien partis à temps, en fait. C'est ça qui est marrant. Viviani me joue un rôle de salopard. Il coupe son effort, en fait. Il coupe son effort, Elia Viviani. Et évidemment, après, il le reprend, hein, pas de souci. Hein. Mais du coup, bah, mine de rien, échappé qui va au bout. Et c'est très amusant parce qu'en fait, sur cette étape 6 de Paris-Nice, eh bien, la fois précédente que je l'ai joué, c'était sur database WorldDB, hein, sur Pro Cycling Manager 2018. Hein. Eh ben, la fois précédente que j'ai joué, c'est pareil, l'échappée. Je crois que j'ai joué 3 fois en tout. Il y a 2 fois sur 3 avec celle-là où l'échappée va au bout. Donc c'est à savoir, hein, c'est peut-être une étape où on peut, suivant l'équipe avec laquelle on joue, bien sûr, on peut peut-être penser à essayer de s'échapper. Allez, étape Rennes, c'est maintenant. C'est l'étape 7 avec cette arrivée au sommet du col de Turini, une ascension d'une quinzaine de kilomètres avec quand même un joli pourcentage quand on réfléchit parce que les routes françaises sont faites par des ingénieurs très compétents qui font que finalement le pourcentage moyen n'est jamais très élevé. Vous n'avez pas comme en Italie ou comme en Espagne, des passages à 20-22% là qu'on connaît, hein, qui font aussi tout le sel de certaines étapes du Giro et de la Vuelta. Mais en France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et donc déjà, 7,5 de moyenne sur 15 km, eh ben mine de rien, c'est respectable. C'est pas du tout le top du top. On connaît 10 000 fois pire, entre guillemets, hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et avec cette arrivée au sommet là du Turini, c'est voilà, c'est vraiment excitant. Et puis on avait eu une jolie étape. Hein. On se souvient de pas mal de petites choses là ce printemps. Très jolie étape, honnêtement. Et moi je me dis, étant donné que j'ai du temps à récupérer, pas mal de temps hein, sur Dumoulin et Roglic notamment, hein, qui avaient super bien performé sur le contre-la-montre de Barbantane. Il y a un moment donné où, quand je juge que ça arrête de rouler du côté de la Ineos, du côté même un peu de la Mikkelton et de la Jumbo-Visma, je me dis, t'y vas mon grand, et après Gorka, c'est Yon qui est censé faire le boulot, avec un Miguel Angel Lopez prêt à dégainer. Et c'est vrai que tout de suite, ça fait quand même une sacrée diff, parce que vous avez seulement Primoz Roglic qui est dans la roue de Miguel Angel Lopez, hein, c'est tout. Hein. Sinon, derrière, ça a commencé à lâcher. Regardez, on est au-delà de la minute là. C'est un écart incroyable, alors que Calméjan, rescapé de l'échappée, là encore, Calméjan, il a remis ça. Le lendemain, Calméjan avait relancé, et on a lâché Roglic, ce qui fait que je vais essayer d'aller jouer la gagne avec Lopez, tout en gérant quand même, parce que il n'y a pas non plus un milliard de barres rouges, hein. Et dans le même temps, je vais demander à Isagire, évidemment, de rester dans la roue de Primoz Roglic, hein. Il n'y a pas besoin de se brûler à deux, hein. Et on va aller chercher cette étape sous des petits flocons de neige, qui fait toujours le charme de Pro Cycling Manager, alors de certaines arrivées au sommet, là, avec les flocons de neige. Je trouve que c'est toujours c'est assez sympa pour le côté immersion, c'est cool. Bon, après, ce jour-là, il avait pas neigé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il peut tomber de la neige sur le Turini au début du mois de mars, hein. C'est tout à fait réaliste, hein. Donc, allez, on a gagné. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'écart, parce que sur la toute fin, Dumoulin, il a, mine de rien, il a repris, quoi. Il a repris. Donc, attention, attention, mais on s'aperçoit qu'en fait, on vient mourir à 12 secondes seulement.
12 secondes de Dumoulin et 6 secondes de Roglic. Et donc il y a cette étape 8 qu'il faut jouer. Ah, elle est sympa, hein. Étape très courte, étape relativement nerveuse, étape sur laquelle il se passe beaucoup de choses, même si le classement général n'est pas très souvent chamboulé. Attention, je précise, dans Pro Cycling Manager, d'accord? Ne parlez pas de Contador ou je sais pas qui, ouais, je suis au courant. Mais non, mais dans Pro Cycling Manager, allez-y faire une différence là-dessus. Moi, je sais avec qui on peut faire des différences sur ce type d'étape. C'est avec un type qui va être très solide grimpeur d'une part, mais qui va être aussi excellent descendeur. Excellent descendeur. À ce moment-là, vous allez pouvoir enfoncer le clou et arriver tout seul sur la promenade des Anglais, hein, sans problème. Mais par contre, sinon, il ne faut pas espérer énormément. Donc, Richard Carapace est un joli échappé. Il essaie d'aller chercher la victoire d'étape parce qu'il est un petit peu distancé au général de ce Paris-Nice. Et puis, moi, je choisis un moment précis pour attaquer de manière assez violente par l'intermédiaire toujours de cet enchaînement Gorka, Ion et fusée finale Miguel Angel Lopez. C'est le col d'Aise. Voilà, on est dans le col d'Aise. En fait, l'ascension est courte parce que on a déjà, on le fait pas en entier, hein, en fait. Voilà, le col d'Aise n'est pas monté en entier comme ce qu'on peut connaître parfois sur d'autres versions de l'étape 8 de Paris-Nice, suivant les années. Voilà. Donc, l'accélération a porté relativement ses fruits, puisqu'on se retrouve esselé avec, pour seul camarade, Thomas de Ghent. Voilà, Thomas de Ghent, coureur que j'adore, il faut pas s'en cacher. Et puis derrière, on a, oui, c'est comme d'habitude, dans Pro Cycling Manager, on a l'idiot utile, c'est Viermoz. L'idiot utile, pourquoi est-ce qu'il roule pour Dumoulin? Est-ce qu'il vise un transfert du côté de la Sunweb éventuellement? Il peut pas laisser les Jumbo-Visma faire le taf, ou bien Dumoulin lui-même, hein, pour protéger la première et la deuxième place. Il faut croire que non. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On a l'habitude de tous ces bugs et au bout d'un moment, peu importe. Donc tout ce qui compte, c'est essayer de conserver en fait un petit écart avec le peloton qui roule comme des tarés, hein, pour essayer de nous reprendre, mais pas toujours super intelligemment, ce qui fait qu'on arrive à conserver quand même une certaine avance, qui n'est pas énorme, mais bon, vingtaine, 25, 30, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Si on arrive au bout avec ça, c'est fini, hein. Carapace, on va lui faire coucou, il va essayer de s'accrocher le pauvre. Je crois qu'il avait beaucoup donné un peu plus tôt dans la journée, donc voilà. Et hommage à Thomas de Ghent qui s'accroche quand même dans la roue de Miguel Angel Lopez là. C'est très dur. À un moment donné, on peut imaginer que Lopez va distancer Issaguirre et de Ghent, mais en fait non. Mais oui, mais il lui restait plus tellement de barres, hein, c'est pour ça. Et puis en plus, je vous avoue que j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, si tu fais la descente tout seul avec Miguel Angel Lopez, il a 64 de base en descente. Tu fais la descente tout seul, quasiment sûr de te faire reprendre par l'IA. Alors que si tu gardes avec toi Ion Issaguirre, parce que je vais pas demander quelque chose à De Ghent, hein, il est à 1 contre 2, bon. Si tu roules avec Ion Issaguirre dont on sait qu'il va récupérer un peu de barre rouge, je veux dire, il va pouvoir être à 99 sur toute la descente là, c'est faisable. Et ben, c'est un bon descendeur du coup, et il y a peut-être plus de chances pour garder un écart. Il nous suffirait de pas grand chose au final, puisque les bonifications à l'arrivée c'est 6, 4 et 2. C'est pas 20, 12 et 8, hein, comme on a pu connaître parfois. Donc 6, 4 et 2 pour les bonifs. Il suffit d'avoir, je sais pas moi, 10 secondes sur Dumoulin et c'est réglé, hein. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis, pris par un excès de générosité, je me dis, ah, on va la laisser. On la laisse à Thomas de Ghent. On va se prendre le général pour Lopez, qui a déjà eu sa victoire d'étape en plus sur ce Paris-Nice. Victoire d'étape pour Lopez, elle avait déjà eu lieu. On la donne à De Ghent et on se satisfait, entre guillemets, du général. Vous me voyez venir?
Je pense que vous me voyez venir. Même temps. Franchement, ça me fait marrer, c'est sincère. Parce que, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'estime que j'ai fait une super course. J'ai vraiment fait ce que je pouvais. Et puis, ouais, mais j'ai pas filouté avec les arcanes de PCM sur ce coup-là. Parce que j'étais content, en fait, que De Gent la prenne. Et puis, je pensais que ça suffirait, sincèrement, pour Lopez. Et puis, ça n'a pas suffi. Bah, troisième, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait aucun objectif sur ce Paris-Nice. Et puis, quelque part, je vais vous dire un truc. Moi, je suis un peu en phase où je découvre l'équipe. Je découvre l'équipe et je vois quelle est ma marge, ou si j'en ai pas, hein, à des moments non plus, hein, avec cette équipe-là sur d'autres équipes en fait du peloton et aussi par rapport à ceux avec quoi j'ai déjà joué. Donc, par exemple, au sortir de ce Paris-Nice, je sais que Miguel Angel Lopez gagner le Giro, c'est hyper faisable. Voilà. Et c'est son objectif principal. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment des super enseignements de ce Paris-Nice. Ça me suffit en fait, pour être franc, ça me suffit. Et puis comme ça, c'est cool de pas tout gagner. On retombe pas dans les clichés du passé où on gagnait peut-être un peu trop parfois, faut quand même l'avouer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. On aura du Tirreno Adriatico, on ira se frotter à la concurrence sur Milan-San Remo avant d'enchaîner sur des Flandriennes et de la Catalogne. Eh ben, un peu comme toujours, à la fin du mois de mars. À bientôt, bye bye.